Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde proposée par CyberJobs, aujourd'hui sur le thème de comment booster sa carrière dans les métiers du conseil en cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Benjamin, qui est leader cybertech chez OnePoint. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Et Hichem, qui est cybersecurity senior consultant chez Link by Net Company, part of Accenture. Bonjour Hichem. Bonjour à tous. Bienvenue. On va passer 45 minutes ensemble aujourd'hui. Donc voilà, pour que vous partagiez un petit peu votre expérience et donner éventuellement quelques bons conseils pour justement booster cette carrière en cybersécurité. Benjamin, est-ce que tu peux un peu déjà nous expliquer ce que tu fais en tant que leader cybertech? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Benjamin Fébis. Je travaille dans une société qui s'appelle OnePoint. C'est une société qui travaille dans le monde du service et qui travaille dans qui veut être architecte de la transformation des entreprises et pour la modernisation de l'État. Et moi, plus spécifiquement, je travaille sur le volet cybersécurité et sur le volet d'ingénierie de la cybersécurité. C'est-à-dire que mon équipe et moi également, jour après jour, on travaille pour intégrer la cybersécurité au sein des différents projets de nos clients, que ce soit à travers des dimensions de chefferie de projet technique, d'intégration, d'architecture technique ou encore d'expertise. Ok. Et toi, Hichem? Très bien. Donc moi, j'interviens au sein d'un cabinet de conseil pure player de la cybersécurité qui est Link by Net Cybersecurity, notamment sur des sujets qui vont toucher à tout ce qui est stratégie et risque, donc l'accompagnement de nos clients sur vraiment tous les chantiers gouvernance, risque et compliance, que ce soit sur la partie analyse de risque, donc en amont, sur la partie audit, mais également sur la partie définition des roadmaps de sécurisation. Donc on va dire du C-level consulting, mais sur la partie cybersécurité. Ok, bon, très bien. Déjà, ce qui est très intéressant aujourd'hui, on va pouvoir le constater, c'est que vous deux, vous en êtes quasiment au même stade de votre carrière, dans le sens où vous avez chacun 10 ans d'expérience, de part et d'autre. Et aussi introductif, on va parler un peu de votre parcours. Comment vous êtes arrivé à faire de la cybersécurité? Parce qu'il me semble que aussi bien l'un que l'autre, vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça. Hichem, est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et comment tu as découvert la cybersécurité? Alors très bien, donc je suis issu d'un parcours plutôt technique, mais sur des sujets liés à tout ce qui est télécommunications et réseaux, avec une hyper spécialisation en satellite et système embarqué. Donc après, j'ai rejoint un cabinet de conseil vraiment orienté Digital Workplace, qui s'appelle CGI, pour la petite histoire. Et ensuite, je suis monté sur des sujets beaucoup plus stratégie de l'information, donc des technologies de l'information, en particulier sur du CIO Advisory. Chez SIA Partners, là où j'ai pu faire pas mal de missions sur tout plein de sujets, comme l'optimisation financière des DSI, comme l'optimisation des processus, pour petit à petit commencer à dériver vers des sujets privacy, notamment en 2018, avec l'arrivée du RGPD. Donc, en rentrant dans le sujet RGPD, j'ai commencé à toucher un tout petit peu à des sujets qui peuvent être en lien avec la cybersécurité, et de fil en aiguille, la privacy m'a plu. Puis j'ai commencé à avoir un certain intérêt pour la cybersécurité. C'est donc là où j'ai commencé à intervenir sur des sujets plus cybersécurité, mais par le prisme GRC, donc vraiment le prisme de la gouvernance cybersécurité. Et c'est donc par ce truchement-là, donc par le truchement de la privacy, que je suis arrivé dans le milieu de la cybersécurité. Ce qui est plutôt inhabituel, parce qu'en général, la cybersécurité, on y arrive plutôt par la technique. Et ben, moi, je suis arrivé plutôt par la gouvernance pour verser dans la cybersécurité. Mais justement, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est intéressant justement que la cybersécurité n'est pas seulement de la technique, mais on va y revenir un peu plus tard. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait moins de masters en cybersécurité. C'était quelque chose de moins répandu. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de personnes comme Hichem, qui ont 10 ans ou plus d'expérience, on s'est retrouvé un petit peu dans la cybersécurité par opportunité et par voie de hasard. Alors, moi, en fait, j'étais à Dauphine en MIAGE. MIAGE, c'est informatique et gestion. Ma première société où j'ai travaillé, c'était dans une société qui s'appelait RSM et qui faisait
faisait ce qu'on appelle de l'assistance au commissariat aux comptes mais d'un point de vue sécurité, donc des contrôles informatiques pour les commissariats aux comptes. Et dans ces contrôles informatiques, il y avait beaucoup de contrôles qui étaient liés à la fraude et aussi à la gestion d'identité et des accès. Donc tout ce qu'on appelle, tout ce qui s'appelle IAM en anglais ou GIA en français. Et en fait, j'ai compris très rapidement qu'il y avait un vrai besoin des entreprises sur ces volets-là. Et j'ai rejoint une autre société, donc OnePoint, où je suis actuellement, sur la partie consultant technique pour des programmes de GIA. Et en fait, de consultant technique, j'ai pu avoir plusieurs missions d'architecte technique, toujours sur les projets de GIA. Et ensuite, j'ai étendu mon scope sur d'autres problématiques, toujours au fil des opportunités. D'accord, très bien. Alors, avant de parler de la carrière en tant que telle et que des missions, on va juste rappeler est-ce qu'il y a des particularités dans le conseil en cybersécurité par rapport à d'autres métiers qu'on peut exercer dans le secteur de la cybersécurité? Est-ce que le conseil a est-ce qu'il y a des choses en particulier à dire sur ce secteur-là? Benjamin, est-ce que tu veux introduire? Oui, déjà, je pense que dans la dimension de conseil, il y a une dimension qui peut être multisectorielle et aussi plus étendue en termes de spectre d'activité. Donc ça, je pense que c'est la première différence qu'on va avoir entre un job conseil et un job en interne, c'est qu'on va avoir plus d'environnement, que sur des environnements clients, que sur des environnements sectoriels, et plus d'expertise et plus de thématiques que si on était en interne. Ensuite, une des particularités du conseil en cybersécurité, il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est une expertise de niche. C'est une expertise qui est aujourd'hui encore assez peu répandue et du coup qui demande un spectre de compétences assez large pour être exercée. Et aujourd'hui, la force d'une société de service, une société de conseil dans ce milieu-là, c'est de pouvoir réunir un ensemble d'experts qui vont pouvoir travailler ensemble pour pouvoir répondre à des besoins de clients. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure d'IM, Hichem a parlé tout à l'heure de GRC et de réglementation RGPD. Aujourd'hui, on a des problématiques qui vont demander de connaître ces deux dimensions, parce que ça, c'est vraiment typiquement notre quotidien. Et dans les sociétés de conseil, on a besoin de regrouper ces savoir-faire. Et c'est là que vraiment on voit une importance de cette dimension conseil, c'est de pouvoir agréger au sein d'une même équipe des compétences diverses qui peuvent travailler ensemble sur des sujets pour traiter les sujets de nos clients. D'accord. Hichem, est-ce que tu retrouves le même constat ? Je retrouve le même constat. Je vais même enrichir un tout petit peu ce constat par rapport à la dimension conseil. Aujourd'hui, si on réunit des équipes avec des pédigrés assez larges, justement dans le cadre d'équipes de missions de conseil, c'est justement pour pouvoir adresser tous les sujets de manière end-to-end, c'est-à-dire à la fin, le conseil, une mission de conseil permet de répondre à des enjeux qui sont en premier lieu cyber, mais qui derrière sont sous-jacents à d'autres sujets qui sont parfois plus business, parfois plus réglementaires. Typiquement, tout à l'heure, Benjamin parlait des sujets anti-fraude. Donc, dans les missions de conseil, on a vraiment on arrive au fait à faire ressortir ce mindset qui est end-to-end et qui permet de répondre in fine à des problématiques business. Et c'est justement ce qui fait la richesse de nos profils, au fait. Et surtout la richesse de la manière dont on imbrique plusieurs profils pour pouvoir délivrer cette valeur de bout en bout. D'accord. Et justement, quand on a préparé cet échange-là, Hichem, on a évoqué également les cursus de formation. Alors, j'imagine que les cursus de formation, ils forment sur notamment les aspects techniques, sur certains savoir-faire, mais sur le savoir-être, ça c'est encore autre chose. Et donc, on va rentrer dans ce sujet justement des soft skills. Qu'est-ce que toi, tu attends justement d'un collaborateur, d'un candidat qui se présente à toi, déjà d'un point de vue soft skills? Très bien. Alors déjà, le mot soft skills, pour moi, dans le conseil, il a de moins en moins de sens. J'ai envie de dire, les soft skills, c'est au final des skills qui vont être plutôt sine qua non pour un candidat dans le conseil. Le premier soft skills qu'on va aller chercher chez nos candidats, chez nos consultants, qui soient à différents stades de leur seniorité,
c'est vraiment d'une part un positionnement client qui permet justement de vulgariser certains concepts qui peuvent être assez mystérieux de prime abord, et la cybersécurité en possède. D'autre part, une qualité de delivery qui soit irréprochable et une manière parfois d'énoncer clairement ce qui à la base n'était pas forcément très clair ou très facile à expliquer. Donc d'une part, une volonté, une capacité de vulgarisation, d'autre part, une qualité de delivery irréprochable, et troisièmement, donc c'est un soft skills qui pour moi n'est même pas un skills, mais vraiment une condition nécessaire et non suffisante pour faire du conseil, de la curiosité et une gymnastique de l'esprit. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le conseil, et en particulier dans le conseil en cybersécurité, tout va très très vite. Il faut vraiment suivre l'actualité, que ce soit l'actualité technique, l'actualité réglementaire, l'actualité économique, voire parfois l'actualité diplomatique. En ce moment même, on en parle avec la crise en Ukraine. Et ces trois axes sont pour moi le bon socle sur lequel on peut bâtir une carrière de cybersécurité et qui doivent être vraiment présents dans le candidat, dès les prémices de son envie de faire de la cybersécurité. Alors justement, peut-être que Benjamin, tu vas pouvoir apporter aussi ton expertise là-dessus. Alors, il faut savoir que Benjamin, toi, tu as associé 15% de ton temps à du recrutement. Ça, c'est intéressant. Et justement, quand l'école n'enseigne pas justement tout ça, le savoir-être, comment un candidat il peut acquérir tout ça? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'effectivement, les écoles vont vraiment former sur la partie hard skill. Peut-être un petit peu moins mettre l'accent sur les soft skills. Moi, ce que je recommande, c'est quand même, on a des moments importants dans l'école qui permettent un petit peu de comprendre comment on travaille en équipe. Je pense notamment au travail de groupe, qui sont des moments importants et en fait qui vont un petit peu être quelque chose qu'on va creuser dans les entretiens. Typiquement, moi, si j'ai un entretien avec quelqu'un qui est un jeune diplômé, je vais beaucoup essayer de comprendre comment il a fonctionné dans ces différents travaux de groupe. Pourquoi? Parce que déjà, ça me permet de comprendre comment il travaille en équipe. Donc, quelle place il prend dans une équipe? Est-ce qu'il est plutôt leader? Est-ce qu'il est plutôt contributeur, etc. Deuxièmement, je vais toujours essayer de creuser pour comprendre un petit peu comment dans ces travaux d'équipe, il se situe vis-à-vis du groupe. Quand il y a des conflits, parce que généralement, il y a toujours des difficultés, soit des difficultés en termes de timing, soit des difficultés en termes de collaboration. J'ai besoin de comprendre comment les étudiants ont fonctionné dans ces moments-là. Et après, je vais aussi vérifier un ensemble d'éléments qu'a dit Hichem. Donc là, je suis totalement d'accord. Ça veut dire la capacité de synthèse. Ça veut dire quel niveau de synthèse va pouvoir me faire un étudiant, quelqu'un qui apprend sur ce qu'il a appris en cours ou sur ce qu'il a fait dans ses projets d'études. La capacité à être analytique, ça veut dire aussi de me prouver lors d'un entretien la façon dont il a résolu un problème, la façon dont il a résolu avec son groupe une situation, et également, je pense, la curiosité. Ça veut dire à quel point je vais voir à quel point l'étudiant est enthousiaste et engagé envers le travail collectif qu'il a pu faire. Donc ça, moi, ce que je peux recommander à ce niveau-là, c'est effectivement les écoles ne préparent pas de façon de démontrer les soft skills. Et de toute façon, c'est très compliqué de le démontrer comme ça. Par contre, prenez bien les moments de travail d'équipe, prenez bien les stages que vous avez pu faire. C'est ces moments-là dont il faut parler pour laisser transparaître aux recruteurs votre personnalité et votre savoir-être. D'ailleurs, Hichem me disait exactement la même chose. Ça sert exactement à ça, les stages et alternances. Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, et là-dessus, c'est surtout l'alternance, mais également les stages qui permettent justement de passer de la théorie de ces fameux soft skills, que ce soit sur la partie reporting, sur la partie présentation, sur la partie qu'elle soit orale ou écrite d'ailleurs, sur la partie utilisation des outils Office, parce que c'est tout bête, mais aujourd'hui 90%, voire 100%, voire 99% de notre travail en tant que consultant, c'est de tirer des conclusions et de les présenter à des acteurs qui sont parfois décisionnaires sur des outils Office.
Et aujourd'hui, pour pouvoir mettre en pratique tout ce skill set-là, c'est lors des stages en entreprise, lors des alternances en entreprise, et c'est ce qui permet également de se confronter à certaines situations, soit conflictuelles, soit des situations, on va dire entre guillemets stressantes, qui vont nous préparer justement à l'avenir, à la vraie vie, lorsqu'on sera en poste dans des postes de la vie réelle entre guillemets. Donc profitez, vraiment mon conseil pour les personnes en école ou en université, etc., c'est profiter des moments que vous passez en alternance avec qui est au final votre fenêtre sur la vraie vie professionnelle pour acquérir ces skills et les mettre à l'épreuve. D'accord, ok. Ok. Bon, au-delà des soft skills, on va parler un petit peu de ce que vous attendez lors des entretiens du candidat par rapport à son. Alors là, pour le coup, alors pas forcément simplement son niveau technique, mais comment se passe un entretien, par exemple, chez OnePoint? Est-ce qu'il y a un process? Oui, alors évidemment, on a un process d'entretien. Donc nous, nos entretiens se font quasiment systématiquement en 3 ou 4 tours. Donc avec un premier tour de découverte, un tour d'entretien technique et un tour de validation avec un partenaire. Après, chaque recruteur a sa façon de travailler pour évaluer les candidats. Moi, je vais vous livrer ma façon, parce que de toute façon, je peux vous donner les éléments. Je structure toujours mes entretiens de la même façon. Déjà, je vais demander au candidat de se présenter, donc de faire une présentation en 5 minutes. Première chose que je vais vérifier, c'est capacité de synthèse. Est-ce qu'on tient dans les 5 minutes? Est-ce qu'on est parfois en 2 minutes ou plutôt 5 minutes? Voilà, ça me permet de voir si le candidat sait, entre guillemets, en fonction de l'audience, adapter son discours. Deuxième point, je vais lui poser des questions de situation. C'est les questions que je venais de vous parler tout à l'heure. Ça veut dire essayer de comprendre les situations de travail collectif qu'il a pu avoir ou de travail et qu'est-ce qu'il a pu démontrer. Et je vais toujours vérifier les mêmes critères, qui sont des critères qui sont là pour le coup, là je ne vais pas tout dévoiler, mais qui sont les valeurs de ma société, et donc des questions qui sont adaptées aux valeurs de ma société pour voir si on est bien adéquat. Ensuite, je vais prendre en fonction des savoir-faire des candidats et de leurs écoles, je vais adapter des questions techniques. Donc, je ne poserai pas les mêmes questions techniques à quelqu'un qui a fait beaucoup de cloud sécurité que quelqu'un qui a fait plus du GRC ou plus de la compliance. Voilà, je vais adapter des questions techniques et je vais faire un volet de questions techniques. Et ensuite, je vais lui demander de me poser des questions. Et là aussi, en fait, c'est souvent quelque chose qui est mal compris par les candidats. Mais en fait, le moment où ils doivent me poser des questions, c'est toujours l'entretien. On est toujours dans l'entretien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avancer des arguments. C'est à ce moment-là qu'il faut avancer des arguments en montrant qu'on a bien compris, en montrant qu'on s'intéresse et en engageant un dialogue. Parce que cette phase de questions-réponses est très importante parce que c'est une phase où on sort du formel de l'entretien pour entrer dans l'échange. Donc voilà, de ne pas sous-estimer cette phase-là. C'est votre préparation, c'est la préparation des candidats à ce moment-là qui est importante. Et en tant que recruteur, on le voit tout de suite. Un entretien peut changer, même la décision d'un entretien peut changer sur cette qualité de phase question-réponse. D'accord. D'ailleurs, on remarque que le côté technique représente déjà revient en 3e position. Exactement. Et en plus, c'est un des 4 points. Exactement. Tout à fait. Ok. Hichem, de ton côté, comment se passe le process? Parce que toi aussi, hein, tu participes activement au process de recrutement. Comment ça se passe? Alors c'est assez similaire. Au final, on va retrouver à peu près les mêmes modules, on va dire qu'on va tester. Sauf que moi, lors des entretiens, je commence par faire une petite présentation aux candidats sur les activités de LinkManet Cybersecurity aujourd'hui, expliquer les différents types d'offres et essayer de voir déjà où son CV va correspond le mieux. Après, hop, on passe sur la partie vraiment présentation de synthèse et pareil que Benjamin, je vais demander une présentation assez courte. L'idée, c'est vraiment de voir à quel point le candidat peut se valoriser en le moins de temps possible. Et ici, c'est la capacité de synthèse que je veux aller chercher. Ensuite, je fais une partie de l'entretien sur la motivation à faire du conseil. Comprendre pourquoi ce candidat veut faire du conseil et pas uniquement de la cybersécurité, parce qu'on peut faire de la cybersécurité en interne et en ESN. Ensuite, poser quelques questions techniques. Et là, ce que je fais sur les questions techniques, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment aller chercher une notion qui est présente sur le CV du candidat et lui dire vulgarise-moi cette notion comme si j'étais un acteur décideur pas du tout technique.
En général, je prends soit le CFO, soit le directeur RH pour lui dire, par exemple, j'ai trouvé sur votre CV EBIOS-CRM, expliquez-moi EBIOS-CRM comme si j'étais quelqu'un qui n'est pas du tout dans la cybersécurité. Et je trouve, et là-dessus, l'idée, c'est d'une part de tester techniquement les connaissances du candidat, mais d'autre part d'essayer de voir à quel point il est capable de vulgariser dans ses mots ces notions-là. Et en général, là-dessus, on va avoir une cohorte de candidats qui va se dégager. Enfin, j'aime bien faire des petites mises en situation entre guillemets réelles. C'est comme des petites études de cas, mais vraiment assez courtes, sans trop en dévoiler. Mais en gros, l'idée, c'est prendre une situation de la vie réelle, qui est en général une situation que j'ai vécue, et voir comment le candidat va réagir. La réaction du candidat va me permettre de voir s'il a vraiment ce mindset problem solving ou s'il va être bloqué lorsque une situation de ce type va se produire dans la vie réelle. Enfin, une dernière partie question-réponse où là c'est un peu plus détendu pour le candidat et l'idée c'est de voir à quel point en fait si le candidat a beaucoup de questions et veut aller dans le fond des questions, ça permet d'appuyer un peu sa motivation. Si je vois que le candidat au contraire il va juste attendre que l'entretien se termine, et ben ça peut être assez, ça peut en tout cas donner d'autres indications. À l'intérieur de tout ce process, j'essaie toujours de glisser une question en anglais, pas forcément sur des aspects techniques. Au contraire, j'essaie de choisir un endroit un peu, par exemple les soft skills qu'il va présenter sur son CV ou certains de ses hobbies pour essayer de le tester en anglais sur quelque chose qu'il n'aura pas préparé en amont. L'idée, c'est de voir si le niveau en anglais oral est bon. Et en général, un niveau anglais oral bon présage un bon niveau écrit d'anglais. En tout cas, c'est ma manière de le concevoir. Alors justement, c'était prévu un peu plus tard, mais on va y revenir tout de suite sur l'anglais. Hichem, pourquoi c'est aussi important l'anglais en cybersécurité? Ou dans l'IT d'ailleurs? Alors, dans l'IT en général, dans la vie en général, dans le conseil et dans la cybersécurité en particulier, l'anglais est très très important parce que de toute façon, lorsqu'on arrive dans un grand groupe, on va avoir une homogénéisation des processus, des outils, etc. Même si le groupe est un groupe français, il va avoir des filiales à l'étranger, donc on va avoir tous les textes, tout le corpus documentaire, etc. qui va être en anglais. On va être très très probablement amené à discuter en anglais avec des interlocuteurs qui soient ici en Europe ou dans d'autres pays du monde. Donc là-dessus, pour les grands groupes, c'est assez limpide, il faut parler anglais. Même dans les petites entreprises, en général, de toute façon, on est obligé de se conformer à des standards qui sont écrits en anglais. C'est aussi simple que ça, ISO 27001, NIST, etc. On va être amené à discuter avec des éditeurs dont les équipes techniques sont soit anglophones, sont très très généralement à l'étranger, et même si elles ne le sont pas, elles sont anglophones, et donc on va être obligé de faire appel à des skills en anglais. Et donc là-dessus, en fait, quel que soit le spectre de l'industrie, le spectre en termes de taille de l'entreprise qu'on va adresser, il y a un moment où on va avoir besoin de parler anglais, de comprendre l'anglais, d'écrire en anglais, de présenter en anglais. D'accord, c'est extrêmement clair. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça va être problématique. Maintenant, concrètement, là, on a parlé de ce que vous attendez des candidats, comment se passent les entretiens. Benjamin, toi, qu'est-ce que tu constates, ce qui manquerait, on va dire, le plus aux candidats lors des entretiens? Alors, c'est évidemment difficile de donner une généralité là-dessus. Par contre, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les candidats qu'on peut recevoir, on a parfois en fait un phénomène que je vais appeler de surspécialisation. Je m'explique. Ça veut dire on va avoir des candidats qui vont arriver sur un sujet très spécifique, qui vont bien connaître ce sujet spécifique et qui, par contre, on le voit, que ce soit dans leurs études ou que ce soit dans leur carrière, se sont vraiment concentrés sur un volet très particulier. Et ça, en fait, quand on est recruteur, ça peut parfois, alors si on recrute sur ce job hyper spécialisé, il n'y a aucun problème, mais par contre, ça peut aussi poser un certain questionnement qui est un questionnement d'ouverture. Donc, on en parlait tout à l'heure, Hichem, on en a parlé tout à l'heure. On attend d'avoir des candidats qui sont curieux, on attend d'avoir des candidats qui sont ouverts aussi.
Et ça c'est important d'arriver et de montrer qu'on comprend l'environnement dans lequel on évolue. Typiquement, quelqu'un qui a travaillé pendant, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 2 ans dans le monde de la banque, même si tu es sur un sujet qui était EBIO-CRM ou sur un sujet qui était la gestion de l'identité, on va attendre qu'ils soient capables de mettre un petit peu de contextualisation sectorielle dans leur expérience. Et quand je parle de sectoriel, je parle du monde de la banque finance, et pas uniquement sur l'expertise cyber qu'ils ont réussi à développer et qu'ils ont réussi à mettre en place. Donc voilà. Donc vraiment, c'est cette prise de hauteur, cette capacité à mettre du sens dans ce qu'on fait, qui peut parfois faire défaut. Maintenant, voilà, pour être tout à fait honnête, c'est pas non plus bloquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Mais voilà, c'est quelque chose que moi je constate souvent, des personnes qui finalement sont très très centrées sur une expertise et qui oublient un peu le pourquoi on le fait, et qui oublient dans le contexte dans lequel ils ont également fait ça. Et ça, c'est très important dans le monde du conseil, où il faut le rappeler, nous sommes là pour accompagner des clients de différents secteurs et sur toute la chaîne de valeur. Donc voilà, comprendre le contexte dans lequel on se situe est extrêmement important. D'accord, mais ça, c'est vraiment propre au métier de conseil, puisqu'en fait, on est amené à changer aussi de clients ou de secteur. Oui, alors après, ça peut aussi, alors pas que, je pense qu'en interne, on a la même problématique. Je pense que c'est vraiment une problématique, on va dire, de tous les jobs, tous les métiers d'experts. On est dans les métiers experts, du coup, on a tendance à se mettre des œillères et finalement à avancer tout droit, tête baissée. Et ça, ce qui est important, c'est de savoir à un moment prendre le temps de la respiration, prendre le temps du recul. Et pour se rappeler pourquoi on fait une analyse des bio-CRM. C'était une très bonne question, Hicham. Pourquoi on fait une bio-CRM, qu'est-ce qu'on veut couvrir comme risque, et pourquoi c'est parce que là on va les couvrir spécifiquement dans tel et tel secteur. Donc voilà, c'est vraiment ça que moi je vois manquer un petit peu dans l'entretien que je fais. C'est peut-être ce temps de recul, ce temps de prise de hauteur qui peut permettre de mieux comprendre ce que veut le candidat et ce qu'il est capable de faire. Après, concrètement, à travers les échanges là, que l'on a, Benjamin, Hichem, on voit bien que peut-être les candidats aussi sont assommés un petit peu par cette idée que la cybersécurité, c'est que de la technique. D'ailleurs, Hichem, tu me le disais très bien quand on a préparé cet échange, tu me disais que il y a encore 10 ans, c'était un sujet d'experts, par des experts, pour des experts. Et là, en fait, il faut arriver à expliquer aux candidats qu'on sort de ça. Tout à fait, le paradigme que tu viens de citer, c'était vrai il y a 10 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, la cybersécurité est sortie de la confidentialité pour devenir un sujet qui se traite à tous les étages de l'entreprise, donc au plus haut niveau, au niveau des acteurs décisionnaires, au niveau des métiers et au niveau des experts également, parce qu'il en faut. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on démystifie, qu'on désacralise cette cybersécurité pour expliquer que ce n'est pas uniquement des outils, c'est des outils, des process, des humains. Et derrière tout ça, il y a vraiment des problématiques qui peuvent être des problématiques financières, des problématiques qui peuvent être des problématiques d'optimisation de process, des problématiques qui peuvent être des problématiques de recrutement, de RH. Donc là-dessus, aujourd'hui, c'est une démocratisation, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, de la cybersécurité à tout le monde. Et tout le monde joue un rôle au sein de l'entreprise, qui soit tagué cybersécurité ou pas, dans la protection du patrimoine informatique et informationnel d'ailleurs de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on peut avoir des profils qui arrivent en cybersécurité avec un passif technique, mais on peut également, et c'est un tout petit peu le cas pour moi, arriver dans la cybersécurité avec un passif plutôt conseil en management, ou voir d'autres qui viennent de passifs un peu plus littéraires, si j'ose dire. Ils s'en sortent très bien, tout le monde trouve sa place dans la grande famille de la cybersécurité. D'accord, ok. Bon, ça, c'est déjà très positif de tenir ce discours-là. Ça démystifie justement les métiers de la cybersécurité. Alors, concrètement, Benjamin, tu me disais aussi que on assistait en ce moment-là, notamment pour des raisons géopolitiques, mais pas que, comme Hichem vient de nous le rappeler, à une accélération en fait et des besoins
en cybersécurité. Tu m'as même indiqué qu'il y avait un appel d'air. Concrètement, quels sont les profils que tu as le plus de mal à recruter aujourd'hui? Ouais, alors juste effectivement, là, pour préciser ces propos, que ce soit sur la situation géopolitique ou le contexte sanitaire, on a vu ces dernières années une explosion du nombre de cyberattaques. Donc, nous, clairement, dans notre métier, est dépendant en fait du contexte de sécurité et du contexte de cybercriminalité. Donc aujourd'hui, on a un contexte de cyberattaque qui explose. On a de plus en plus de besoins des entreprises qui sont touchées. Et donc mécaniquement, en fait, cette spirale fait que le marché de la cybersécurité, le marché de la protection vient progresser. Donc une progression qui a 2 chiffres depuis plusieurs années et dont les projections ne vont cesser de progresser. Et c'est ce qu'on voit aussi, je t'avais parlé de notamment le plan cyber qui avait été lancé par notre ancien président et nouvellement réélu, donc Macron, de 1 milliard d'euros pour la cyber. Donc voilà. Donc ça, c'est la tendance du marché. Donc déjà, toutes les personnes qui sont connectées et qui cherchent à évoluer dans la cybersécurité, voilà, faites un bon choix. Il y a du marché. Maintenant, en ce qui concerne les profils les plus durs à trouver. On va dire que les profils les plus durs à trouver sont souvent ceux qui ont déjà des premières expériences dans le monde de la cybersécurité et qui sont capables et qui veulent continuer dans la carrière dans le conseil. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de master en cybersécurité. Donc les personnes qui savent faire de la cybersécurité, qui en ont fait depuis 10 ans, déjà, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, il faut les créer, il faut les développer. Donc maintenant, les profils à venir qui vont être les plus durs à trouver, mais voilà, il n'y a pas une catégorie. Aujourd'hui, le marché est en demande de manière générale. Maintenant, il y a toujours des sujets de niche. Effectivement, si vous vous concentrez sur la RGPD, voilà, vous allez faire partie des personnes qui sont très recherchées parce que c'est une réglementation qui est extrêmement demandée, dans laquelle en plus il va y avoir une nouvelle évolution pour les données non personnelles qui va arriver dans d'ici quelques années. Voilà, c'est la première catégorie. Maintenant, moi typiquement, je recherche aussi beaucoup de profils qui sont capables d'avoir une vision conseil, mais aussi sur des sujets techniques comme la gestion d'identité, comme le cloud, comme les développements d'applications sécurisées. Et ça, tout de suite, voilà, c'est des profils qui sont plus rares. Maintenant, l'idée et pourquoi aussi nous, notre stratégie, la stratégie, je veux dire, globale de la cybersécurité, c'est de former les jeunes à ces métiers-là, qui seront dans 5 ans, eux, les top profils super recherchés. Mais pour qu'ils soient dans 5 ans près, c'est aujourd'hui qu'il faut les former. Donc voilà, ça c'est notre rôle avec Hichem dans les sociétés de services de conseil et plus globalement le rôle de l'ensemble de la communauté de cybersécurité. Et justement, aujourd'hui, alors ce qui n'était pas le cas avant, l'un de vous deux l'avait précisé, c'est qu'avant, en fait, on passait par une formation qui n'était pas forcément cyber. On arrivait un petit peu par opportunité ou par hasard dans le milieu de la cybersécurité. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, depuis quelques années, alors depuis 1 an et demi, surtout, on voit une explosion des formations en cybersécurité qui sortent un petit peu de partout, mais des écoles complètement dédiées à cela. Donc là, ça va répercuter le marché d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Oui. On verra les premiers diplômés. Depuis déjà quelques années maintenant, on voit aussi des cursus au sein d'écoles d'ingénieurs ou d'universités qui ont soit une partie ou en totalité de la cybersécurité. Donc ça va être, en fait, c'est pas que ça va être, c'est assez nouveau déjà aujourd'hui sur ces profils. Est-ce que Hichem, tu as eu l'occasion justement de t'entretenir avec ces jeunes diplômés qui viennent de sortir de ces nouveaux cursus? Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques candidats qui viennent de cursus, que ce soit en formation initiale ou en formation continue entre guillemets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va retrouver des personnes qui sont, des candidats qui sont beaucoup plus prêts dans la théorie. Mais encore une fois, ça me fait revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la pratique qui fait que ces personnes-là seront de très bons consultants demain. Et donc, je pense que c'est une très très bonne nouvelle qu'on ait de plus en plus de cursus vraiment dédiés à la cybersécurité. Mais ça n'empêchera, ça permettra de donner, on va dire, un plus au démarrage.
par rapport à d'autres consultants qui viennent de formations informatiques ou non plus généralistes, on va dire ça comme ça. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en faisant du conseil qu'on devient consultant. Là-dessus, il n'y a pas de magie. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle qu'on voit en France et en Europe de plus en plus de formations en cybersécurité. Mais elles ne se substitueront pas aux stages, elles ne se substitueront pas aux alternances, elles se substitueront pas aux certifications qu'on va donner et sur lesquelles on encourage nos consultants au démarrage de leur carrière. Donc là-dessus, c'est un bonus en plus, mais qui ne fait pas tout. D'accord, mais c'est en faisant du conseil que l'on devient consultant. Ça, effectivement, c'est une phrase que l'on peut retenir. Parce que alors, il y a effectivement un savoir-être, et vous l'avez très très bien expliqué de façon complémentaire, Benjamin et Hichem, mais à un moment donné, voilà, il faut aller sur le terrain, et c'est comme ça que l'on va justement développer son profil et ses compétences dans le milieu. Benjamin, justement, alors là, on vient de parler de formation initiale. Maintenant, il y a une autre chose, et en cybersécurité, c'est encore plus vrai, c'est la formation continue. Et comment chez OnePoint, Benjamin, cela se passe j'imagine qu'on continue à vous faire monter en compétences, vu que les technologies, en plus en cybersécurité, les menaces, les types d'attaques évoluent en permanence. Vous avez peut-être une académie en interne ou une forme de formation continue? Ouais, donc évidemment, on est dans les métiers qui sont, on l'a dit plusieurs fois dans le cadre de la table ronde, mais on est dans les métiers qui évoluent constamment. On est dans les métiers qui changent au jour le jour avec des schémas d'attaque qui sont toujours plus innovants et toujours plus percutants. Et donc, il est nécessaire, voire indispensable, pour exercer notre métier, de se former en continu. Alors ça, c'est vraiment, et je pense aussi, une des forces des sociétés de conseil, c'est d'avoir une structure qui est là pour apporter une expertise de pointe à ses clients. Et dans ce cadre-là, la formation continue est un des outils, est un des socles de tout cabinet, de nombreux cabinets de conseil. Je ne vais pas dire tous, parce que je ne les connais pas tous, mais on va dire des nombreux cabinets de conseil. Alors nous, chez OnePoint, ce sujet est traité particulièrement sérieusement, avec notamment plusieurs volets. Déjà, on a un socle de formation qui est ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est-à-dire un socle de formation, tous les consultants, toute personne qui rentre dans notre société doivent suivre ce socle de formation autour de 4 sujets, que sont la cybersécurité, la data science, le design et ce qu'on appelle les humanités. Donc c'est la capacité, l'humanité, c'est tout ce qui est autour du savoir-être, soft skills, conseil, pour faire simple. Ensuite, on a un circuit qui va être personnalisé. Pourquoi personnalisé? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes besoins, qu'on soit un consultant qui s'enthousiasme, qui se passionne au RGPD, qu'un consultant qui se passionne à la gestion de l'identité des accès. Donc là-dessus, on va avoir deux volets de travail. On a un premier volet qui est personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on dispose d'une banque de formation. Donc des formations qui sont mises sur une plateforme, vous pouvez vous inscrire. Et donc ça, c'est le consultant lui-même qui va choisir ce sur quoi il veut se former. Donc ça, il a un quota de formation par an, et s'il a envie de se former à l'agilité, parce que ça lui est cher, il peut se former à l'agilité. Et ensuite, il y a le deuxième quota de formation qui va être vu avec son responsable, et qui va être de dire, voilà, là, sur cette année-là, il faut absolument progresser sur cette expertise-là, et du coup, on va avoir un plan de formation qui est spécialisé, et sur lequel on va mettre en accent un volet qui est la certification. Et donc là-dessus, aujourd'hui, nos clients ont besoin de garanties. Les clients ne nous connaissent pas. Certains nous connaissent très bien, mais les clients ne connaissent pas toujours les consultants. Ils ont besoin d'avoir un socle de garantie, et c'est ce que viennent d'apporter les certifications. Et donc là-dessus, une formation certifiante a de la valeur. Et donc là-dessus, on va pousser nos consultants à passer des certifications certifiantes, que ce soit chez des éditeurs qui sont très représentés dans la place, que ce soit des formations certifiantes reconnues, comme celle de, je ne sais pas moi, l'ISACA, par exemple, et ou alors passer des formations
certifiante plus globale et émise par des organismes peut-être un petit peu plus global, mais qui n'est pas autour de la cyber, mais qui va être autour de l'agilité, la gestion de projet ou ce genre de l'architecture. C'est les managers qui envoient les consultants en formation ou c'est le consultant qui le demande? C'est les deux. Les deux. Donc, en fait, le consultant a sa liberté de choisir les formations qu'il veut sur la plateforme. Et en plus de ça, il y a aussi un échange avec le référent pour choisir ensemble le circuit de formation. Donc là-dessus, il y a un circuit de formation qui fait partie des objectifs du consultant. Ça veut dire que si le consultant ne les suit pas, il n'aura pas rempli ses objectifs, simplement. Et ça se décide ensemble entre le référent et le consultant. Et deuxième chose, il y a un peu plus de liberté pour le consultant qui peut lui aussi se former à ce qu'il a envie sur la plateforme. Parce qu'en fait, on ne veut pas bloquer. C'est-à-dire que si un référent se dit voilà, ce serait super de travailler sur la gestion de l'identité, donc on définit ensemble un parcours de formation. Si le consultant est aussi très intéressé par le big data, mais il faut qu'il puisse aller voir une formation big data, parce que je vous rappelle encore une fois, la curiosité et l'ouverture fait partie des savoir-faire d'un consultant cybersécurité. Donc là-dessus, on ne bloquera pas et il faut cette part de liberté. Bien sûr, et en plus, il ne faut pas le frustrer non plus s'il a envie de se renseigner sur autre chose. Hichem, on a une question de Fresnel qui peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer. Il pose une excellente question par rapport à ceux qui justement font le chemin inverse, qui ont en fait une expérience terrain, même par exemple, en plus, qui passent par exemple des certifications de leur côté, ou qui sont par exemple sur des plateformes comme Routine. Donc sur le papier, ils ont un très bon CV, mais concrètement, ils n'ont pas le diplôme qui va avec, ils n'ont pas la formation initiale qui va avec, et surtout qu'il faut bien souligner qu'en plus en cybersécurité, pour le coup, on a quelquefois affaire à des passionnés qui se sont formés eux-mêmes, qui n'ont pas eu la chance pour diverses raisons en fait de suivre un parcours classique. Comment justement chez Link by Net, part of Accenture, vous appréhendez ce type de profil? Alors typiquement, ce type de profil, tout d'abord, c'est un profil qui existe quand même beaucoup parce que comme on l'a dit il y a quelques instants, il n'y avait pas des diplômes de cybersécurité il y a encore quelques années. Et donc là, aujourd'hui, ce type de profil, tout d'abord, ils peuvent déjà valoriser leur expérience, que ce soit par des stages et des alternances, dont dans des équipes SSI, dans des ESN avec une forte coloration cybersécurité. Ils peuvent également suivre des cursus qui sont un peu plus courts, comme des masters spécialisés enfin plutôt les masters spécialisés, on va dire, qui permettent de valoriser justement et de donner une coloration plus cybersécurité qui va venir mettre encore plus en valeur leur vécu cybersécurité. Mais d'autre part, c'est le type de profil qu'on va retrouver assez régulièrement dans les salons, dans les hackathons, et qui peuvent tout à fait venir parler avec nos représentants et leur expliquer leurs réalisations, même des réalisations qu'ils ont faites en dehors du cadre professionnel, qui peuvent être tout à fait utilisées pour valoriser un process de recrutement et qui peuvent nous rejoindre. Et dès qu'ils nous rejoindront, ils vont intégrer un circuit de formation et de certification qui va commencer par exemple par la ISO 27001, c'est ce qu'on fait d'habitude chez Link by Net Cyber Security, puis suivi en général, c'est ce qu'on aime bien faire ici, c'est par une certification sur un des 3 clouders, donc AWS, GCP et Azure. Et petit à petit, ils vont entre guillemets rendre un peu plus conforme leur profil. Mais voilà, il n'y a pas de profil atypique dans la cybersécurité. Hein. Tous les profils sont. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a toutes les colorations de profils. Et je pense sincèrement qu'on peut valoriser, pas uniquement par le diplôme, une intégration dans un cabinet de conseil en cybersécurité. D'accord. Et ensuite, passer 10 ans d'expérience, un profil qui est justement passé par ce parcours-là, VS, un profil qui a eu un diplôme. Est-ce qu'au bout de 10 ans, il y a une différence ou après, c'est vraiment l'expérience qui fait, qui caractérise le profil? Pour moi, 10 ans après, c'est l'expérience qui va caractériser le profil. C'est-à-dire, plus on avance dans les cabinets de conseil, plus on a la main sur les sujets
En fait, c'est un sujet de seniorité. Plus on aura la main sur les sujets qu'on veut traiter versus ceux qu'on ne va pas traiter, plus on a la main sur le travail en interne, sur les chantiers internes, etc. Et plus on peut donner cette coloration. Donc, un consultant en cybersécurité avec 10 ans d'expérience, qui soit issu d'une école de cybersécurité ou qui ait fait un parcours en zigzag, à mon sens, c'est à l'expérience. C'est vraiment l'expérience qui va faire la différence et non pas l'école. L'école est un bon bonus au démarrage, mais 10 ans après, sincèrement, je pense que l'école n'a plus autant d'impact sur la coloration du profil. D'accord. Benjamin, tu partages aussi ce constat? Oui, tout à fait. Je pense qu'au bout de 10 ans, l'école, on la regarde plus. Pour être tout à fait honnête, on va regarder ce qui a été fait, quelles sont les expériences, qu'est-ce que vous avez accompli les dernières années, et le cursus passe en second temps. Maintenant, voilà, ce qui ne veut pas dire que l'école ne sert à rien. C'est que l'école, c'est une belle carte de visite pour démarrer, ça c'est sûr. Là, on ne vous dira pas le contraire, parce que ça vient attester d'un socle, ça vient attester aussi une certaine rigueur pour avoir accompli les 5 années d'école. Maintenant, pour être honnête, au bout de quelques années, c'est quelque chose qu'on ne prend plus en considération. D'accord, ok. On arrive à la fin de cette table ronde. Alors, bon, là, c'était vraiment c'est une façon de survoler un certain nombre de sujets. Chaque participant peut ensuite continuer ses échanges via CyberJobs en réservant des entretiens directement sur la page entreprise de OnePoint et de Link-by-Net, directement sur CyberJobs. Pour terminer, est-ce que vous avez peut-être chacun un ou deux conseils à donner à ceux qui nous écoutent par rapport à notre thématique de justement comment booster sa carrière dans les métiers du conseil en cybersécurité? Hichem? Alors, je commencerai par un conseil qui est un peu un enfonçage de porte ouverte, mais vraiment démystifier, désacraliser la cybersécurité. Tout le monde peut faire de la cybersécurité, tout le monde a les moyens de faire de la cybersécurité s'il a juste un tout petit peu entre guillemets la tête bien faite et l'appétence pour le faire. Ça peut être un sujet passion, on peut y arriver par tous les moyens, et donc si vous voulez, foncez. Et Benjamin? Oui, alors après, moi, ce que je peux vous dire, c'est voilà, il faut être déterminé, il faut bien voilà, essayer de ne pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir peur d'ouvrir des portes. Alors parfois ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est vraiment quelque chose, voilà, que je peux recommander, même si un jour ça ne marche pas, continuer d'essayer, parce qu'aujourd'hui on est sur un marché sur lequel il y a beaucoup de demandes, et dans lequel vous allez, j'en suis sûr, trouver ce qui vous plaît. Donc là-dessus, prenez toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir et tentez-les. D'accord. Benjamin, tu disais aussi que voilà, donc les opportunités, voilà, il faut les saisir. Il faut orienter sa carrière sans trop être fermé aussi. Oui. Et aussi se former tout le temps et prendre du plaisir à ce que l'on fait. Et un dernier point sur lequel, Benjamin, je voudrais quand même revenir sur ce que tu m'as dit, c'est se connaître et savoir où on est le meilleur pour mieux choisir sa voie. Et donc, sous-entendu que faut pas forcément choisir des voies qui, par exemple, sont sur la mode où tout le monde y va pour y aller, mais il faut d'abord faire un petit bilan. J'imagine que ça, c'est au bout quand même au bout d'un certain temps, au moins une fois passé l'alternance, au moins passé une ou 2 années d'expérience. Non, exactement, ouais, c'est effectivement ce qu'on s'était dit en préparation. Se connaître, c'est essentiel. C'est essentiel pour vous et c'est essentiel pour l'entreprise également. C'est-à-dire que c'est là-dessus où vous allez pouvoir développer le meilleur de votre potentiel. C'est là où vous êtes bien, là où vous vous sentez à l'aise et là où vous êtes fort aussi. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, il faut faire attention aux phénomènes de mode. Il y a beaucoup de phénomènes de mode, ça va, ça vient. Tous les 2 ans, il va y avoir une nouvelle mode dans le monde de la cyber. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous aimez, c'est là où vous êtes à l'aise. Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise sur les sujets réglementaires? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise sur les sujets techniques? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise sur les missions de chefferie de projet, de consulting, d'architecte? Voilà, de comprendre où est votre zone, où vous êtes, où vous vous sentez
sentez bien et bien évidemment de creuser, de continuer. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir booster votre carrière parce que vous allez être de meilleur en meilleur sur ces sujets-là. Et je le rappelle encore une fois, il y a tellement de demandes sur ce marché que quelle que soit votre zone de confort, il y a du besoin dans le monde de la cybersécurité. Donc pourquoi s'en priver? Ok, super. Benjamin Hichem, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube et retrouver bien sûr Link by Net et OnePoint sur CyberJobs et réserver bien sûr soit un entretien ou soit envoyer directement votre CV si vous souhaitez postuler auprès de ces entreprises. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.